Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le mildiou et la mort, la grande famine en Irlande. Les bornes chronologiques sont précises, 1846-1851. Le nombre de victimes est sidérant, plus d'1 million de morts. Au milieu du 19e siècle, la famine en Irlande est une catastrophe qui frappe les esprits. Diantre, ces Irlandais, ces Irlandaises qui ne mangent que des pommes de terre n'ont plus rien à se mettre sous la dent quand la maladie frappe les récoltes. Ah, l'analyse, bien sûr, est beaucoup trop simpliste pour expliquer l'ampleur de la famine en Irlande. Dès lors, la chronologie s'élargit, la grande famine demeure présente, douloureuse dans les mémoires. Il commença à pleuvoir cette nuit-là. Et la pluie tomba pendant 7 jours avec une telle violence que les gens de la Vallée Noire ne purent sortir leurs pommes de terre des silos comme ils avaient l'habitude de le faire après la foire. Fabrice Ben-Sibon, bonjour. Bonjour. Je disais, les bornes chronologiques sont précises. Le début de la grande famine, c'est 1846. C'est évidemment beaucoup plus complexe. Il faut saisir un petit peu ce qui se passait avant. Cette pomme de terre présente en Irlande, c'est une monoculture irlandaise au début du 19e siècle ? Alors, c'est pas tout à fait une monoculture, mais c'est vrai que l'Irlande est, en Europe, la nation où la pomme de terre joue le rôle le plus important. C'est une culture... l'Irlande est peuplée, c'est environ 8,5 millions d'habitants quand la famine éclate. Et la pomme de terre permet à des métayers souvent extrêmement pauvres de vivre avec 1, 2, 3 hectares de terre qu'ils louent souvent à des fermiers. Et donc, c'est vrai que pour plusieurs millions d'Irlandais, la pomme de terre est non seulement le principal aliment, mais souvent l'unique. Oui, ça pousse bien la patate en Irlande. Ça pousse bien, mais il y a régulièrement des désastres écologiques qui se traduisent par des disettes ou des famines. C'est pas la première famine que l'Irlande ait connue, mais disons que celle de 1845-1851, c'est la plus terrible au XIXe siècle. Et c'est un événement, exceptionnel par sa gravité. C'est, vous l'avez évoqué, 1 million de morts. Donc 1/8 de la population, dans ce qui est à l'époque sans doute le pays le plus riche du monde, le Royaume-Uni. C'est le seul pays réellement engagé dans la révolution industrielle de façon très dynamique. Et en même temps, 1 million de morts, voilà, c'est peut-être 12% de la population, c'est 3 fois plus que ce que, par exemple, la France a perdu pendant la Grande Guerre, en proportion, si on peut faire cette comparaison. Donc, c'est vraiment une catastrophe terrible. Et la maladie de la pomme de terre, c'est une explication importante, certes, mais je pense qu'on va en parler, c'est pas la seule. Il y a d'autres explications sociales, économiques, politiques, qui ont permis à cette catastrophe sanitaire, écologique, d'avoir un tel impact humain et sur la société irlandaise. Et vous venez de le dire, nous sommes avec le pays le plus riche du monde à ce moment-là, le Royaume-Uni. D'ailleurs, faut préciser le statut de l'Irlande à ce moment-là, dans ce début du 19e siècle, avant la Grande Famine. Qu'est-ce que c'est que l'Irlande ? Bonjour Karina Benazech-Vedling. Bonjour Xavier Mauduit. Je vais vous poser cette question de manière presque géopolitique. C'est quoi l'Irlande en Europe au début du 19e siècle ? Alors, c'est un royaume qui a été établi comme royaume d'ailleurs par les Anglais, enfin les Anglo-Normands, qui a eu pendant certaines périodes de son histoire un parlement à Dublin, et qui depuis l'acte du nom de 1801, suivant le moment où la loi est passée, ce qu'on prend en compte, est incorporé dans le Royaume-Uni. Donc effectivement, il est rattaché au Royaume britannique, mais il perd son parlement à Dublin. Et alors il y a des membres du Parlement qui sont envoyés d'Irlande au centre de l'Empire, mais il perd sa représentation, en sachant aussi que la majorité de la population est catholique et que jusqu'à 1829, ils ne peuvent pas être élus membres du Parlement. Donc c'est une condition de domination avec un héritage colonial qui fait que ce pays, qui a existé comme royaume, mais qui n'existe plus comme royaume, est complètement sous la coupe
des Britanniques. Oui, c'est ça. Depuis le début du 19e siècle, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Voilà, avec le et d'Irlande. Non, mais c'est vraiment important de saisir un petit peu politiquement ce qui se passe là-bas pour réfléchir ensuite aux réponses à donner quand la grande famine éclate. C'est-à-dire que les Irlandais ne sont pas représentés au Parlement ou ils ne se sentent pas représentés au Parlement, c'est comme ça qu'on peut le dire ? La représentation concerne une fraction infime de la population. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est le cas dans beaucoup de pays en Europe, de toute façon, parce que tout le monde, il n'y a pas le suffrage universel, c'est important de le rappeler, mais la représentation est quand même largement inférieure à la représentation des Anglais ou des Écossais, par exemple. Voilà. Et puis, on a parlé de cette colonisation. C'est vrai qu'il y a eu ce système de plantation en Irlande. Oui. On en est où du système agraire pour l'Irlande ? C'est-à-dire que la population fonctionne de quelle manière ? Elle possède la terre ? Les paysans qui exploitent la terre la possèdent ? Non, dans la plupart des cas, les paysans qui travaillent la terre ne la possèdent pas. Donc, la structure agraire de l'Irlande, c'est que il y a environ 10 000 propriétaires, souvent anglo-irlandais, c'est-à-dire d'origine anglaise ou d'origine écossaise, mais souvent établis en Irlande depuis longtemps. Il y a aussi des propriétaires anglais, mais la plupart des propriétaires sont anglo-irlandais. Donc, environ 10 000 qui possèdent l'ensemble du patrimoine foncier de l'Irlande. Leurs parcelles sont ensuite loués par des fermiers qui souvent, ou des intermédiaires, qui souvent eux-mêmes sous-louent à de plus petits cultivateurs, des métayers, donc qui sont nettement plus pauvres que ces fermiers intermédiaires. Et parfois même, ce deuxième échelon, en quelque sorte, sous-loue à son tour à de plus petits métayers qui donc sont ce qu'on appelle les courtiers, des métayers très pauvres qui cultivent, comme je l'évoquais, souvent 1 ou 2 hectares de terre de façon tout à fait vivrière pour leur subsistance. Donc la propriété de la terre, c'est vrai qu'elle est très hiérarchisée. On a vraiment des classes sociales à différents niveaux et c'est une dimension qui s'ajoute en quelque sorte à la dimension coloniale parce que certes il y a cette oppression de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre sur ce qui est une colonie de l'intérieur en quelque sorte. Mais il y a aussi une oppression sociale et pendant la crise agraire qui commence en 1845, s'engage une lutte terrible pour un partage des ressources qui sont raréfiées. Et dans ce partage, dans cette lutte des classes, ce sont les plus petits, les métayers, les petits cultivateurs, les ouvriers agricoles également, qui vont être les premières victimes. Avec ici quelque chose que l'on peut placer du côté français, un regard sur l'Irlande, mais ça vaut pour l'Europe, on peut le dire. Il y a un côté quand même, arriéré avec le vocabulaire utilisé à ce moment-là, en se disant, d'un côté, on a une Grande-Bretagne en plein processus d'industrialisation, et puis alors ces Irlandais, vous l'avez dit, ces petits métayers qui vivent dans des sortes de cabanes en pierre, c'est aussi un regard à porter sur l'identité même des Irlandais. Oui, c'est une population extrêmement pauvre qui est à la merci des propriétaires, mais aussi, comme l'a rappelé Fabrice Ben-Simon, des middlemen, ces hommes, des fermiers qui sous-louent les terres. Et souvent, c'est un peu un angle mort de la recherche dans l'histoire de l'Irlande, ce rôle des middlemen qui, pour certains, sont catholiques. Oui, parce que cette histoire, c'est une histoire religieuse. Sans même que je vous pose la question, la religion vient directement dans cette réflexion-là. Les catholiques sont les plus nombreux, les protestants sont une minorité, mais cette minorité protestante possède les terres. C'est ça. Et domine politiquement. En effet, à la fois les anglicans et également les presbytériens en Ulster dominent la société irlandaise, possèdent une bonne partie des terres, pas toutes, mais quand même une bonne partie, domine le système politique. L'église établie en Irlande, c'est l'église anglicane. Ça n'est pas l'église catholique, malgré le fait que les catholiques sont plus nombreux. Et puis, cette domination, elle s'exerce également dans l'armée, dans la police, dans la justice, dans l'État. Il y a un vice-roi qui administre l'Irlande, un vice-roi qui est nommé par la reine ou par le roi depuis Londres. Donc il y a vraiment cette suggestion sociale, économique, politique, religieuse
qui est en place depuis longtemps, hein, même s'il y a eu des évolutions historiques dans ces différents dispositifs. Voilà, on a un contexte, un panorama que vous nous avez dressé de l'Irlande dans ce début du 19e siècle. C'est sûr que le tableau est plutôt sombre, hein, mais il l'est encore plus quand la maladie apparaît. Amis paysans, bonjour. Le mildiou importé d'Amérique du Sud vers 1830 peut détruire complètement une récolte. On sait, d'autre part, que les pommes de terre les plus appréciées pour leur goût et par leur vitesse de maturité sont très sensibles au mildiou. Quelques espèces, telles que les Akersegan, Foran, etc., y résistent mieux. Le danger du mildiou réside essentiellement dans le fait que c'est un champignon microscopique attaquant les feuilles, les tiges et les tubercules des plants. C'est de la fin du mois de mai jusqu'au mois d'août que vous verrez apparaître des taches brunes sur les feuilles et par temps humide une sorte de duvet blanc à la face inférieure de ces feuilles. C'est donc dès le début de l'apparition des taches qu'il vous faudra ouvrir la lutte contre le mildiou. Cette lutte doit être essentiellement préventive car lorsque la contamination a gagné de proche en proche, il est déjà trop tard. Songez que la maladie se transmet de feuille à feuille et même de la feuille au tubercule ou encore en cours de conservation, les pommes de terre se contaminent entre elles. La bouillie bordelaise, formée de 1 ou 2% de sulfate de cuivre et de chaux, ou l'oxychlorure de cuivre, doivent être utilisées dès les premières contaminations, c'est-à-dire dès le début de la floraison. Présentation radiodiffusée du mildiou en 1953. Fabrice Ben-Simon, ce mildiou-là, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui parce qu'il explique en grande partie la famine, le déclenchement, mais on le sent bien, il y a tant d'autres éléments. Fabrice Ben-Simon, vous êtes professeur d'histoire de la Grande-Bretagne à Sorbonne Université. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage consacré à la grande famine en Irlande. Le mildiou, vous donnez la date, la 1945. C'est vrai que entre l'apparition de la maladie, les premières récoltes qui commencent à diminuer, et puis la famine, c'est vrai qu'il y a cette année 45, ça se récolte quand les pommes de terre d'ailleurs Beaucoup pendant l'été, août, septembre. Et en effet, donc il y a quatre années où la récolte est détruite par le mildiou, 1845, 1846, 1848, 1849. Mais en fait, même en 1847, qui est souvent considéré comme une des années les plus terribles de la famine, les surfaces cultivées sont faibles et donc les récoltes sont insuffisantes. Alors, ce qui est compliqué, c'est que, la pomme de terre n'est pas l'unique culture en Irlande. C'est une culture vivrière très importante. C'est aussi une culture qui est utilisée pour l'alimentation du bétail. C'est une culture aussi un peu d'exportation, même si la pomme de terre s'exporte peu. Mais il y a également des céréales en Irlande. Il y a des céréales et une des dimensions les plus terribles, les plus féroces de la grande famine en Irlande, c'est que pendant la famine, des céréales sont même exportées d'Irlande, notamment vers l'Angleterre et vers l'Écosse. Mais comment le comprendre, ça ? Les lois du marché. On est dans une économie capitaliste, on peut dire. Il y a un libre-échange entre l'Irlande et la Grande-Bretagne qui a été introduit au milieu des années 1820. Le marché des céréales, c'est un marché qui s'est beaucoup internationalisé. Les Irlandais sont paupérisés par la famine, ne sont pas capables d'acheter des céréales. En revanche, en Grande-Bretagne, il y a plus d'argent et du coup, les lois du marché jouent leur rôle et aboutissent à cette situation, en effet, où des Irlandais voient du blé être exporté vers la mère patrie. Alors, ça a été un des arguments importants des nationalistes pour dénoncer la tutelle britannique, mais comme on l'a rappelé il y a un instant, les exportateurs ne sont pas forcément des Anglais, ce sont aussi des propriétaires établis en Irlande parfois depuis très longtemps, parfois même catholiques, qui font de l'argent et expulsent les métayers qui ne peuvent pas payer le loyer de la terre, en général en les poussant vers la mort ou au mieux vers l'émigration. Ah oui, non mais c'est un tableau décidément de plus en plus sombre. Karina Benazech-Venling, cette histoire-là, c'est une histoire internationale. Vous venez d'évoquer, Fabrice Ben-Simon, l'émigration, et ça, c'est vrai qu'il faudra en parler parce que c'est un élément majeur, le marché international. Et puis à côté de ça, on a ces métayers, qui ont leur petit lopin de terre et qui font pousser des patates. En fait, ils sont pris dans un système qui les dépasse complètement, et on l'a bien dit, même sur la propriété foncière. Ils sont complètement abandonnés. Ils sont clairement abandonnés déjà avant la famine.
Enfin, comme l'a rappelé Fabrice, la disette, il y a une famine en 1831, il y a des disettes régulières. Il n'y a pas de préoccupation sociale face à ces inégalités d'accès à la nourriture, à la terre. C'est un système qui est en place, qui est pas au début de la famine, qui n'est pas vraiment même dans les revendications nationalistes. Ça apparaît après l'hiver 47, où là il y a vraiment un nombre de morts effrayant que tout le monde voit, qui peut plus être mis sous le boisseau. Et là, il y a un tournant même au niveau des revendications nationalistes sur la question de la terre. Mais au début de la famine, quand la famine survient, c'est pas encore une préoccupation. Il y a une préoccupation du fait qu'il y ait des pauvres, mais comme partout, avec développement de charité paroissiale, voilà, des riches qui vont faire l'aumône aux familles les plus pauvres. Mais ça dépasse pas ces préoccupations-là au départ. En tout cas, c'est pas suffisant pour contrer cette famine. Vous venez de le dire, une famine qui est connue, qui est observée. Nous allons lire la Gazette de France, un journal, donc en France, le 15 septembre 1846. On a fait durant cette année beaucoup de bruit en Angleterre à propos de la perte presque totale de la récolte. On ne peut pas dire que c'est un événement qui n'est pas observé, qui est complètement isolé en Irlande. Ça se sait. Je le dis parce que c'est important pour imaginer les réactions des gouvernements après. C'est connu. Tout à fait. La grande famine en Irlande, c'est un peu la première famine médiatisée. C'est-à-dire si vous êtes à Londres ou à Paris, il y a des journaux avec des articles de reportage sur place, de journalistes, de dessinateurs, y compris qui font des dessins très saisissants de la détresse des Irlandais. La famine est débattue au Parlement. Enfin, il y a toute une... Bien sûr, il n'y a pas les médias contemporains, mais il y a énormément d'informations qui parviennent en Grande-Bretagne et du coup en Europe, même aux États-Unis, on parle de la famine. Donc c'est un événement qui est connu et c'est aussi ça qui souligne le caractère terrible de la politique britannique, c'est que on ne peut pas, la Grande-Bretagne, le gouvernement britannique ne peut pas plaider l'ignorance en la matière. Et vous venez d'évoquer d'ailleurs les représentations de cette famine. On peut le dire, c'est cette famine-là avec ses corps décharnés dans les rues, c'est quelque chose aussi qui est diffusé. On le voit et d'ailleurs ça se retrouve et ça nous émeut particulièrement parce que on voit l'ampleur de cette catastrophe. C'est à la campagne et c'est dans les villes aussi. C'est dans les villes, et y compris dans les villes de l'ouest de l'Angleterre, à Liverpool, à Glasgow, à Londres, y compris à Manchester. Des dizaines de milliers d'affamés se pressent pour échapper, pour trouver de quoi survivre. Donc il y a en fait, en Grande-Bretagne, la famine est en quelque sorte présente. Et l'Irlande est il y a beaucoup de liens entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, beaucoup de circulation humaine, politique, sociale. Donc c'est vraiment un événement qui a une très grande prégnance et qui est évoqué. Il y a des rapports, le gouvernement sait très bien de quoi il s'agit, mais est dans cette politique de à la fois refus d'intervenir dans les affaires économiques et sociales, d'économiser autant que possible les deniers publics qui pourraient permettre de nourrir les Irlandais affamés, de renvoyer la responsabilité de la famine à la Providence ou à l'incurie irlandaise, enfin différentes explications qui contribuent à comprendre comment la Grande-Bretagne, l'État britannique, a refusé de secourir ceux qui pouvaient l'être. Karina Benagès-Venling, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine et dans ce qu'on vient d'entendre, il y a aussi la représentation que les Anglais ont des Irlandais. C'est pas possible autrement parce que on voit ces gens mourir de faim. Alors bien sûr, il y a le marché, il y a tout ça, mais il y a une conception autre des Irlandais en disant bon, ces gens-là quand même, ils sont pas tout à fait comme nous. Alors, c'est clair qu'il y a un anticatholicisme prégnant dans la société britannique parmi les protestants, qui sont majoritaires en Grande-Bretagne. Il y a aussi donc des préjugés culturels, sociaux, et aussi des préjugés de classe. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre le préjugé religieux, qui considère que voilà le protestantisme est une religion rationnelle, qui
encourage l'éducation, alors que le catholicisme est une religion de superstition. Enfin, voilà, ça c'est partie de l'imaginaire protestant sur les catholiques. Mais il y a aussi des préjugés sociaux par rapport à une population qui est plus pauvre. Et les deux se mélangent. Et après, il y a une répartition de ces préjugés en Grande-Bretagne qui sont très forts et qui sont plus complexes quand on regarde la population anglo-irlandaise. Oui, parce que c'est ça, hein, c'est pas un tout. Les Irlandais et les Anglais d'un côté, on voit bien qu'il y a plein de strates dans cette histoire-là. Fabrice Ben-Simon, pour les Anglais, est-ce qu'il y a l'idée que les Irlandais vraiment, bon d'accord, il y a le mildiou, cette maladie qui touche la pomme de terre, mais enfin ils sont pas vraiment capables de s'en sortir. Ça effleure ça l'esprit des Anglais ? Alors bon, ce qu'on connaît bien, c'est ce que pensent, les administrateurs, les parlementaires, les journalistes. On sait moins ce que pense la grande masse des Anglais, même si on a un peu des hypothèses. Donc, dans les élites sociales et politiques britanniques, on est convaincu que les Irlandais sont incapables, qui sont sales, qui sont mal organisés, qu'il y a toute une réorganisation à mener en Irlande, y compris réorganisation de l'agriculture, que l'agriculture irlandaise est inefficace. Et puis, ils sont convaincus également que la religion catholique dominante est un frein à cette modernisation, à ces progrès. Bon, voilà. Alors, c'est vraiment... donc là, on voit vraiment une idéologie, y compris qui permet d'occulter les évolutions récentes. Par exemple, on sait que depuis le libre-échange, l'introduction du libre-échange entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, les débuts de l'industrie irlandaise ont été très malmenés. L'industrie du lin, notamment, a beaucoup souffert de la concurrence britannique. Donc, en fait, l'Irlande, dans les décennies qui précèdent la Grande Famine, connaît une certaine régression économique au moment même où la Grande-Bretagne, elle connaît un développement très important. Bon, mais voilà, ces aspects qui sont quand même essentiels pour comprendre la famine, ils sont occultés par toute une idéologie nourrie d'évangélisme, nourrie d'une forme de xénophobie, on dirait aujourd'hui de racisme. Le terme n'existe pas à l'époque, mais il y a beaucoup de ça quand même dans la représentation que se font les dirigeants britanniques du peuple irlandais. Vous parlez des dirigeants, je vous propose un administrateur. Je pense voir une lumière qui brille vivement au loin. À travers le nuage sombre qui surplombe l'Irlande. La racine invétérée et profonde du mal social demeure. Et j'espère ne pas être coupable d'irrévérence en pensant que, au-delà du pouvoir de l'homme, le remède a été appliqué par l'intervention directe d'une très sage providence, d'une façon si inattendue et si inédite qu'il sera probablement efficace. Que Dieu nous permette de jouer notre rôle d'une façon juste et de ne pas transformer en un fléau ce qui a été une bénédiction. Mathieu Copal qui nous lisait cette lettre de Charles Trevelyan. Nous étions le 9 octobre 1946 avec Trevelyan, cet administrateur colonial. On a quelqu'un d'extraordinaire parce que il a fait ses armes en Inde, hein, c'est le gouverneur, c'est Madras, etc. Et après, il s'occupe de l'Irlande pour montrer combien l'Irlande peut être considérée comme une colonie. Qu'est-ce que pensent les élites de cette famine ? Comment ils réagissent ? Alors, il y a ce qu'on appelle le providentialisme à l'époque, qui est très prégnant, qui considère que cette famine est une opportunité envoyée par Dieu. Alors c'est quelque chose qui est assez partagé dans la société, à part certaines personnes qui sont qui rentrent dans une sécularisation de l'idéologie, mais ça reste minoritaire. C'est assez partagé, que ce soit chez les protestants, les catholiques d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant quand on regarde les sources. Mais clairement, pour cet administrateur, c'est une opportunité de réforme sociale, agricole. Donc,
il y a une approche très froide de la situation, peu de compassion pour toutes ces personnes qui meurent. C'est un tenant du laisser-faire, il a une approche complètement économique de la situation. Après, c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on en tire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que il écrit, par exemple, il dénonce les préjugés raciaux qui paraissent dans le Times. Donc c'est quelqu'un qui est tenant du laisser-faire, qui ne manifeste aucune compassion, qui considère d'ailleurs en 1847 que la famine est terminée alors qu'il vient d'avoir des milliers de morts, enfin même un million, c'est 1 million. Oui. Hein, mais l'année voilà. 47 en plus c'est l'année terrible. Oui. Mais en même temps, il dénonce ces préjugés raciaux qui paraissent dans les journaux britanniques. Donc c'est pas toujours aussi caricatural que ce qu'on en dit, mais alors c'est clair qu'il représente vraiment, c'est le parangon de cette domination britannique pour les Irlandais. Fabrice Ben Simon. Oui, je voulais ajouter 2 choses. D'abord, alors, il y a dans l'extrait qui a été diffusé, il y a aussi une idée qui est intéressante, c'est le malthusianisme. C'est l'idée que l'Irlande est trop peuplée. Bon, c'est une idée, y compris qui existe pour la Grande-Bretagne à l'époque, mais que la famine va permettre de réguler la population. Voilà, il va y avoir un peu une saignée, mais après, le niveau de population sera plus adapté à la surface de l'île, à ses capacités productives. Et puis l'autre chose qui me paraît importante, c'est que Trevelyan, sa fonction officielle en 1800, pendant la famine, il est assistant secrétaire au Trésor. Donc il est vraiment chargé de surveiller l'usage des finances publiques. Et il est très économe. Par rapport aux Irlandais. Et on a maintenant des estimations assez précises de ce qui a été dépensé par l'État britannique pour secourir les 8 millions d'Irlandais. On est entre 7 et 10 millions de livres. Alors on ne se rend pas trop compte de ce que ça représente. Mais pour donner un ordre de grandeur, 10 millions de livres, c'est la moitié de ce que le Parlement britannique a accordé une décennie plus tôt aux propriétaires d'esclaves quand l'esclavage a été aboli dans les colonies britanniques pour les indemniser de la perte que représentait l'émancipation de leurs esclaves. Donc on voit un petit peu que cette somme de 10 millions de livres, en fait, elle est extrêmement faible, non seulement par rapport aux besoins qui existent pendant la famine, mais également par rapport aux possibilités dont dispose l'État britannique. Et oui, c'est ça, parce que, et vous l'avez bien dit, il y a toujours des productions en Irlande à ce moment-là qui sont exportés, je pense, aux céréales. Il y avait la possibilité de faire. Et puis il y a cet engrenage terrible de la famine, c'est-à-dire que si une année on a une petite récolte, on sait bien qu'il faut garder une partie de la récolte pour replanter l'année d'après, mais quand on meurt de faim, on en garde moins. Enfin, c'est ce système-là qui est absolument monstrueux. Qu'est-ce qui est mis en place ? Vous dites 10 millions de livres qui sont donnés, mais ça se concrétise comment ? Ce sont des soupes populaires ? Qu'est-ce qui se passe pour aider ces pauvres gens ? Alors il y a plusieurs politiques qui sont menées. Il y a d'abord l'importation de grains au début sous l'administration Peel jusqu'en 1846. Ensuite il y a des travaux publics, c'est-à-dire que il faut philosophie de l'État britannique, il faut surtout pas donner à manger aux gens sans contrepartie. Donc on organise des travaux publics qui sont des travaux harassants, extrêmement durs, où les corps déjà affaiblis ont beaucoup de mal à travailler. Il y a également des soupes populaires, mais qui sont très insuffisantes et qui sont plutôt organisées par des groupes en dehors de l'État, notamment les Quakers. Et puis en 1847, Trevelyan décrète que la famine est terminée. Voilà. On est passé, il publie d'ailleurs un article célèbre début de l'année 48 pour dire c'était la famine, mais maintenant c'est fini. Alors, on sait que la famine continue, quoi. Mais oui, c'est ça, elle continue. Et les évolutions, il y a une évolution législative, par exemple en 1847, de la loi sur les pauvres, qui est une évolution terrible, qui en fait favorise, encourage les propriétaires à expulser leurs métayers. Et on sait que les expulsions locatives, les expulsions des métayers, sont une des causes les plus importantes de la mort de ces métayers qui n'ont même plus le lopin de terre et la cahute où ils vivaient, en sont réduits à errer et à essayer de survivre tant bien que mal. Expulsion en 1849.
Mon mari louait 4 acres et demi de terre et 3 acres de tourbière. Notre loyer annuel était de 7 livres et 4 shillings. Nous avons été expulsés en novembre dernier. Il devait du loyer. J'étais alors alitée avec la fièvre. Dan Shidey et 5 ou 6 hommes sont venus pour démolir ma maison. Ils voulaient que je la leur remette. J'ai dit que je ne le ferais pas. J'avais la fièvre et j'étais à 2 mois d'un enfant mort-né. Jeanne Copet qui lisait cette lettre, ce témoignage de Bridget O'Donnell, témoignage publié dans la presse londonienne en 1849. Faut le rappeler, ces années-là sont celles où Charles Dickens écrit, parce que on est sur quelque chose de bien sombre dans... Et le soupérisme, c'est ces accusations de corruption des catholiques par les protestants à l'aide de la soupe populaire. Donc ça reste associé à la famine à cause des soupes populaires qui sont mises en place, d'abord par les Quakers, mais aussi après par d'autres initiatives privées. En réalité, le phénomène commence, ces accusations apparaissent longtemps avant la famine. On peut dire maintenant, d'après les sources, que ça apparaît dans les années 1830, mais les premières traces qu'on a de ce terme dérogatif datent de 1841, dans la presse, et en particulier dans la presse nationaliste. Donc c'est un argument fort des nationalistes à l'encontre des Britanniques, qui disent que des missionnaires anglais viennent évangéliser les catholiques et profiter de leur pauvreté. Quand on regarde la réalité sur le terrain et les sources, en réalité, ce sont avant la famine et au début de la famine, ce sont des missionnaires. Alors souvent, ce sont des catholiques convertis, des anglo-irlandais qui sont pasteurs de certaines paroisses, qui développent des écoles. Et les accusations ne concernent pas du tout la distribution de soupe, n'est pas la soupe populaire, mais des écoles où on enseigne l'irlandais avec la Bible en irlandais, ce qui vient là toucher l'Église catholique en plein cœur, puisqu'à l'époque, l'accès à la Bible en langue populaire est interdite par le Vatican et interdite par les prêtres sous peine d'excommunication. Donc le phénomène du soupérisme est lié vraiment aux tensions religieuses qui existent avant la famine, et ça va se cristalliser pendant la famine, et ça reste associé encore aujourd'hui à la famine. Oui, parce qu'on voit bien ce qui s'est passé avec une volonté de la part de ces pasteurs de convertir au protestantisme. Des écoles, vous avez dit au début, oui. Et au moment de la famine, la soupe populaire. Voilà. C'est un phénomène massif ? Alors, c'est un phénomène pas massif au niveau de l'île. Ça reste surtout très présent dans l'ouest de l'Irlande. Donc, il y a le Connemara qui est touché, il y a le Galway et il y a le Kerry. Moi, j'ai travaillé particulièrement sur le Kerry parce que c'est là où apparaissent les accusations. Et c'est cette région-là qui attire beaucoup, qui préoccupe énormément les nationalistes. Le mildiou et la mort, la grande famine en Irlande aujourd'hui, dans le cours de l'histoire. Tant et tant, ici, c'est par The Barleycorn. Dans le cours de l'histoire, quand nous réfléchissons à cette grande famine, nous l'avons bien compris, Fabrice Ben-Simon, il y a la maladie, le mildiou qui touche les pommes de terre, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a surtout ce manque de réponse, et presque un manque de réponse volontaire de la part du Royaume-Uni, c'est-à-dire celles qui sont censées s'occuper de cette Irlande. Est-ce que on peut le dire comme ça ? Est-ce que on le sent bien qu'il y a cette volonté presque de laisser la population souffrir pour repartir sur des bonnes bases et faire de l'Irlande une terre future pour l'industrialisation, pour le commerce, pour l'agriculture ? Il y a un certain nombre on sait notamment par les correspondances, qu'il y a un certain nombre de parlementaires, de dirigeants britanniques qui ont cette idée-là. Voilà. La famine est un fléau, mais on peut la transformer en opportunité si de cette catastrophe émerge une société irlandaise rénovée. Ça, c'est quelque chose de très présent, en effet, non seulement dans les correspondances, mais également dans un certain nombre de journaux. Il faut voir que pendant la famine, par exemple, des journaux qui présentent les Irlandais comme des assistés. Et que vivant au crochet des frères et des sœurs britanniques. Donc, oui, tout cet environnement culturel, politique, moral aide à comprendre pourquoi et comment ces choix ont été faits
à l'époque de ce qu'on a appelé beaucoup une négligence criminelle. Il n'y a pas de projet génocidaire établi. La famine n'est pas créée par les Britanniques pour tuer les Irlandais, mais il y a un ensemble de décisions prises par ceux qui avaient le pouvoir à l'époque qui aboutissent à ce que ce qui était d'abord une catastrophe écologique se transforme en une tragédie humaine sans nom. Ça, c'est le regard porté par les élites en Grande-Bretagne. Karina Benazech-Venling, on peut le dire aussi du point de vue des Irlandais, ça a une conséquence majeure. On en est où d'ailleurs à ce moment-là? Alors du sentiment d'identité nationale ou de la lutte pour l'indépendance, c'est dans ces milieux du 19e siècle, c'est très précoce encore. Ça renforce en tout cas une identité, j'imagine. Alors le nationalisme est en pleine expansion. Déjà avant la famine, les années 1840, c'est vraiment des réunions de masse. Daniel O'Connell, qui est le leader de l'association catholique, alors d'abord dans les années 1820 pour avoir les droits civiques, l'abolition des dernières lois pénales qui sont encore en vigueur, et ensuite pendant les années 1840 pour l'abrogation de l'Union, donc pour le rétablissement du Parlement à Dublin. Et il innove, c'est un innovateur, Daniel O'Connell. D'abord dans l'utilisation de la presse et aussi dans l'organisation de meetings de masse qui sont vraiment très surprenants pour l'époque, et il arrive à mobiliser des populations qui en plus ne peuvent pas voter. Donc il y a vraiment tout cet engouement pour le rétablissement du Parlement, pour la reconnaissance de l'identité irlandaise et des droits des Irlandais. L'idée, alors je parle avec des guillemets bien entendu, mais génocidaire, c'est-à-dire que certains Irlandais vont dire, mais le mot n'était pas utilisé à ce moment-là, c'est la volonté des élites de nous exterminer. Est-ce que ça apparaît au moment de la famine ou est-ce que c'est une construction tardive dans les mémoires? Alors ça apparaît déjà dans les articles de presse, clairement. On parle de colons anglais, on parle de domination, on parle d'indifférence. Après, si on regarde vraiment dans la chronologie fine de la famine, c'est intéressant de voir qu'au début, il y a des remontées de terrain, d'ailleurs de protestants, notamment pour le cas de Dingle, le pasteur missionnaire local écrit aux administrateurs, écrit aux autorités d'Irlande pour signaler l'apparition du mildiou, il ne sait pas que c'est le mildiou, mais la destruction des pommes de terre, et il avertit il va y avoir une catastrophe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la presse, 1845, janvier 1846, les nationalistes n'y croient pas du tout et dénoncent ces accusations. Donc au début, les nationalistes ne croient pas du tout qu'il va y avoir une catastrophe. Ils pensent que les missionnaires protestants exagèrent. Puis finalement, il s'avère que c'est réel. Il y a un nombre de morts qui commence déjà à augmenter en 1846, en tout cas dans l'Ouest. Et lui, il dénonce les autorités britanniques. Donc voilà, c'est une prise de conscience graduelle, mais c'est clair que après, à partir de 47 surtout, dans la presse nationaliste, il y a une vraie association, il y a déjà une dénonciation. Ce que John Mitchell va dire après, c'est déjà présent dans les discours électoraux, notamment. Oui, parce qu'il y a la non-réponse à la famine, et puis il y a tout ce que vous nous avez dit, Fabrice Ben-Simon, les expropriations. Enfin, ça, ce sont des choses très concrètes. Avec ce million de morts en Irlande, qui meurent de quoi? On meurt de faim, on ne meurt pas seulement de faim, il y a toutes les maladies qui s'associent à ça? Voilà, il y a toutes les maladies causées par l'affaiblissement des organismes, le typhus, la fièvre typhoïde, le choléra également, on meurt du choléra. Il y a la dysenterie est très, 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 très importante. 1 million de morts, c'est une estimation, mais bon, en fait, peut-être un peu plus, on ne sait pas exactement. C'est une surmortalité en quelque sorte en comparaison avec la trajectoire démographique. Vous avez dit expropriation, en fait, il n'y a pas vraiment d'expropriation, il y a beaucoup d'expulsions. Expulsion, oui, c'est ça, oui, parce qu'ils n'étaient pas propriétaires de leur terre. Les propriétaires, dans leur grande majorité, restent propriétaires. Certains en profitent pour réorganiser leur domaine et traversent. Alors c'est vrai que la famine se traduit pour certains d'entre eux par des difficultés économiques, dans la mesure où la production s'effondre, donc la valeur de leur terre chute pour quelques années, mais ensuite elle remonte. Ce sont essentiellement ceux qui sont les premières victimes, y compris dans le million de morts. On ne peut pas faire une sociologie précise, mais on sait que ce sont les plus petits métayers, notamment la classe des cantilleuses, qui sont décimés par cette famine, quoi. Ouais, les grands propriétaires traversent la famine
et ils s'en sortent, d'autres décident de traverser l'océan. Avant d'avoir passé une semaine en mer, l'émigrant est un autre homme, position de s'agiter, comme le font naturellement les malades. Par leurs plaintes délirantes, ils dérangent ceux qui sont autour d'eux et les prédisposent, par les effets de l'imagination, à subir la contagion, alors qu'ils vivent sans nourriture ni médicaments, sauf quand ils sont administrés occasionnellement par une main charitable. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'est un propriétaire, un philanthrope qui, au printemps 1847, raconte la traversée des migrants, ceux qui décident de quitter l'Irlande. Cet homme s'appelle Stéphane Devers. C'est une lecture dans le cours de l'histoire de Tom Umdenstock avec vraiment, une fois encore, une description très sombre. C'est une traversée terrible. Alors, juste, on parle du départ. C'est vers où? Parce que ils peuvent aller en Grande-Bretagne. Ça, c'est pas trop loin. Et puis sinon, bien sûr, il y a l'Amérique. Voilà, beaucoup vont aux États-Unis. Au Canada, parfois y compris au Canada pour ensuite gagner les États-Unis, en Grande-Bretagne, voilà, sont les principales destinations, y compris donc en Écosse, sont les principales destinations des émigrants. Alors l'émigration, c'est peut-être 2 millions de personnes en une décennie. Donc encore une fois, rapporté à une population qui était de 8 millions d'habitants avant la famine, donc c'est tout à fait colossal. Et puis en fait, la famine, on ne peut pas dire que ce soit le début de l'émigration irlandaise, mais enfin disons qu'elle a donné une ampleur et une dynamique à cette émigration qui s'est poursuivie dans les décennies qui ont suivi, on peut dire jusqu'aux années 1960, tant et si bien qu'en fait la population d'Irlande n'a jamais retrouvé son niveau d'avant la famine. L'émigration devient en quelque sorte l'horizon pour l'essentiel des familles irlandaises, se crée sous une société de la diaspora irlandaise, des immigrants irlandais aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, et en particulier aux États-Unis, ces immigrants, dans les décennies qui suivent, entretiennent la mémoire de la famine et l'idée qu'il faut libérer l'Irlande de la tutelle britannique pour ne plus jamais traverser un épisode pareil. Donc l'émigration joue un rôle important dans l'essor du nationalisme irlandais, y compris du nationalisme irlandais à l'étranger, quoi. Et même dans l'organisation des Irlandais, parce que quand on part, c'est vrai qu'on crée un réseau, souvent on sait où on va, on a un contact, un cousin, une tante qui est là-bas. Ça renforce ces réseaux irlandais, et on l'a évoqué tout à l'heure, le nationalisme qui était déjà présent, là, peut bénéficier de soutien extérieur. Oui, tout à fait. Il y a des publications, des échanges, et ça va atteindre tout l'empire en fait finalement, puisqu'il y en a il y a aussi des déportations de la part du gouvernement dans des centres de rétention, mais c'est les nationalistes, c'est ça qui sont. Oui, qui sont. Alors en 1848, il y a une insurrection, donc il y a un certain nombre de personnes qui sont arrêtées. Donc notamment John Mitchell est en lien avec ces gens-là, donc ça reste aussi dans les mémoires associées à la famine, puisque ça se passe pendant la famine. Après, quand on parle d'émigration, comme l'a dit Fabrice, c'est quelque chose qui est déjà en place avant et qui est même encouragé. C'est encouragé, c'est vu comme une solution au problème démographique de l'Irlande. Seulement, beaucoup moins de personnes émigrent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est encouragé notamment par le clergé, et même le clergé catholique, qui en fait encourage les gens à chercher des solutions ailleurs qu'en Irlande. Voilà. Et bien évidemment, ça explose avec la famine, et se pose la question le problème, c'est qu'il faut pouvoir payer son passage. Et donc, au niveau des mesures gouvernementales, ça fait partie du débat. Est-ce qu'il faut qu'on assiste l'émigration ? Est-ce qu'il faut que cette émigration soit gratuite pour les pauvres qui sont qui errent, qui ont été expulsés des terres sur lesquelles ils avaient des moyens de subsistance, et et le laisser-faire et les lois du marché étant qu'il faut pas venir bousculer, ça devient problématique. Donc c'est une des solutions au problème démographique. Ça s'accentue avec la famine, et ça joue sur le ratio aussi du nombre de catholiques en Irlande, qui devient moins important après la famine.
Voilà, c'est pas volontaire de la part des autorités, mais il y a un bénéfice quand même qui se retrouve là, en sachant que proportionnellement à la population, les personnes qui émigrent le plus restent les protestants. C'est le cas avant la famine, c'est le cas pendant la famine et après. Mais voilà, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de catholiques qui émigrent, et donc ça joue sur la situation sociale. Et ils arrivent à New York. Pendant la deuxième année de la guerre civile, quand les brigades irlandaises sont descendues dans la rue, New York était une ville peuplée de tribus, de chefs de guerre, riches et pauvres. C'était pas vraiment une ville, plutôt un brasier, dans lequel un jour, peut-être, une ville serait forgée. Mais le débat le plus vif concernait la loi de conscription. C'était les premiers enrôlements dans l'histoire de l'Union. Quand les Irlandais sont arrivés, la ville était en pleine ébullition. Depuis l'époque de la Grande Famine, ils sortaient des bateaux en flot ininterrompu et on les avait accueillis à bras ouverts. Retournez d'où vous venez, Irlandais de malheur! Un cadeau de bienvenue que vous ne serez pas prêts d'oublier! Pour les natifs, vous voyez, nous on était tous pareils. Bienvenue en Amérique, mon garçon. Le long et pénible voyage n'est plus qu'un souvenir. L'Amérique aux Américains! Gangs of New York, le film de Martin Scorsese en 2002. Scorsese qui s'amuse avec ses rivalités évidentes dans ce New York du milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, où en sommes-nous de cette mémoire-là? On l'a bien dit, qu'il y avait, du point de vue irlandais, une culpabilité du côté des Anglais. Les Anglais, eux, que disent-ils de ça? Alors, il y a d'abord, il y a en fait la famine pendant longtemps a été relativement occultée dans la mémoire publique, notamment en Grande-Bretagne, où on a surtout imputé la famine au mildiou. Aujourd'hui, il y a une meilleure connaissance, on peut dire. Et puis, en Irlande, la famine a été un élément important dans l'histoire nationale officielle. Quand l'État irlandais s'est constitué au début des années 1920, il s'est appuyé sur un peu une historiographie nationaliste qui était déjà en écriture, en construction dans la période qu'on vient d'évoquer, et qui présentait la famine comme cet épisode tragique de meurtre collectif par les Britanniques. Alors cette approche, elle a été en partie nuancée. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, ça reste... et même la famine, il y a maintenant un musée de la famine en Irlande, il y a des cérémonies, il y a régulièrement des événements publics commémoratifs en Irlande, et également dans un certain nombre de villes où les émigrants irlandais se sont rendus. Boston, New York, Montréal, un certain nombre de Toronto, etc., quoi. Et les travaux des historiens, des historiennes obligent justement un nouveau regard par le pouvoir sur cette histoire et la mémoire qui l'accompagne. Oui, alors c'est une mémoire construite socialement et politiquement qui était au cœur de l'émergence de l'État irlandais, de l'indépendance. Et c'est vrai que voilà, il faut un certain temps après, quand une petite nation émerge, s'affirme sur le plan international, il faut du temps pour avoir ce recul sur son histoire et commencer à déconstruire aussi le récit nationaliste pour regarder un peu plus les complexités de la situation. Et c'est vrai que c'est assez récent, ça date de 2008. Surtout, ça a beaucoup été le cas avec les accords de paix par rapport au conflit nord-irlandais. Dans les années 1990, quoi. Voilà, et c'est un travail qui est toujours en cours. Alors, il y a eu beaucoup de débats historiographiques sur cette responsabilité britannique et sur les conflits entre les deux nations. Mais je pense que pour la résolution
du conflit nord-irlandais, le travail de déconstruction et de reconstruction d'une mémoire historique et non pas nationaliste est important parce que la complexité de la situation sur le terrain entre protestants et catholiques aiderait à la résolution du conflit. D'où l'importance des travaux des historiens, des historiennes. Merci Karina Benesch-Wendling avec votre étude sur le soupérisme qu'on lira avec grand plaisir. Et merci Fabrice Ben-Simon, vous avez écrit avec Laurent Colantonio La Grande Famine en Irlande, presse universitaire de France. Merci à tous les deux. Il est temps pour nous de poursuivre cette réflexion historique quotidienne avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment peut-on savoir si la bête du Gévaudan a vraiment existé ? Entre 1764 et 1767, les paysans qui vivaient dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, une région d'élevage correspondant globalement à l'actuel département de la Lozère, ont vécu dans l'angoisse. Au cours de ces 3 années, une bête sauvage s'acharna contre la population locale. Selon les sources, entre 88 et 124 personnes en furent les victimes. Des troupes furent envoyées sur les lieux pour traquer l'animal. Mais finalement, le 19 juin 1767, c'est un paysan du coin qui abattit un canidé ressemblant partiellement à un loup. Passé cette date, plus aucune attaque mortelle ne fut signalée dans la province. Ces horribles faits divers donnèrent naissance à toutes sortes de rumeurs et croyances. Pour les uns, la bête féroce était une sorte de loup. Pour d'autres, il s'agissait d'un animal exotique, voire même d'un sorcier capable de charmer les balles des soldats. Quant à l'évêque de Mende, il y vit un châtiment divin. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire a passionné les auteurs fascinés par les mystères et les crimes horribles. Au début du XXe siècle, l'hypothèse d'un fou sadique qui se serait fait passer pour un loup-garou fut avancée par un psychanalyste. Dans les années 1960, la thèse du fou sadique alimenta même une théorie du complot ayant impliqué une vieille famille puissante du midi de la France. À l'encontre de ces usages triviaux de la mémoire collective, l'historien Jean-Marc Morisseau s'est intéressé à ces faits divers parce qu'ils ont sécrété une extraordinaire masse d'archives qui nous renseignent sur de nombreux aspects de l'histoire du royaume de France à la fin du XVIIIe siècle. Alors que les élites ne regardaient que les régions avancées du nord et du bassin parisien, cette affaire jette un brutal coup de projecteur sur les campagnes qui vivaient dans l'ombre de la capitale. C'est aussi un excellent exemple pour comprendre la manière dont la presse de l'époque, encore balbutiante, colportait des faits divers pour mobiliser les peurs du public, non seulement au niveau local ou régional, mais déjà à une échelle internationale. Dans cette perspective, la question de savoir ce qu'était vraiment la bête du Gévaudan devient secondaire. Jean-Marc Morisseau ne l'a pas négligé pour autant. Dans les nombreux écrits qu'il a consacrés à l'histoire des loups, il a montré que leur nombre oscillait au XVIIIe siècle entre 15 et 20 000 pour une population d'environ 28 millions d'habitants. Des centaines d'entre eux vivaient dans le Gévaudan, s'acharnant sur le bétail malgré les pièges et les chasseurs. Au lendemain de la guerre de 7 ans, qui s'est achevée en 1763, les sources locales convergèrent pour signaler la présence de plusieurs loups devenus anthropophages. Ce phénomène, peu commun mais marquant, avait déjà été observé dans le passé lorsque des loups carnassiers adoptaient des comportements déviants en ciblant exclusivement les êtres humains. L'étude des témoignages concernant la bête de Gévaudan a montré que cet animal étrange se comportait comme les loups déviants, dans la façon de s'attaquer et de dévorer ses victimes, ce qui a permis aux historiens de conclure qu'il s'agissait bien d'un cas d'anthropophagie lupine. Eh ben, dites donc. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudet, Jeanne Copin, Mathieu Copal, Lily Cornaer, Tom Undenstock et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.